Bienvenue à La Chaise Bleue en direct de Hanover Messe 2024. On est à la dernière journée. Aujourd'hui, le podcast est promu par Prompt, c'est le programme CIPEM. On a la chance aujourd'hui en co-animation avec Emmanuel Cameron. On a notre ami Michael Smith qui est avec nous. Michael, je t'ai vu toute la semaine dans ton booth. Il y avait du monde qui faisait la file, qui allait voir ta solution technologique. Avant de parler de ta solution, premièrement, bienvenue sur le podcast La Chaise Bleue. Bien, merci beaucoup, Benoît. Je suis content d'être ici. Ça fait toute la semaine, justement, qu'on en parle, puis c'est le temps. À toutes les fois que j'allais le voir, il y avait du monde, puis tout le monde, puis même les jeunes sur le podcast, vous allez le voir dans les émissions, il y a plein de gens qui parlent de sa solution. Fait que là, tu vas rire parce que quand tu vas écouter le podcast, tu vas voir que les gens parlent de toi. Wow. Michael, En bien. Là, en bien. Avant de parler de ta technologie, là, qui es-tu, Michael? Pourquoi tu es ici aujourd'hui? Là? Bien, principalement, je suis quelqu'un qui a été frustré pendant sa vie professionnelle par des choses que je faisais qui devaient être toujours refaites. Okay. Donc, j'ai commencé il y a à peu près 20 ans comme mécanicien automobile. Après ça, j'ai tout fait en mécanicien, en automobile, que ce soit enseigner de la mécanique, monter des cours de formation professionnelle, agir en tant qu'aviseur technique. Après ça, j'ai retourné à l'université. J'ai fini par la rédaction technique et gestion de training. Fait que la formation technique chez BRP jusqu'à temps que je me joins à Z. OK. Puis, avant de parler de Z, toi, tu es un natif de où? Au Québec ou en Ontario? Tu as un accent anglophone un peu, ça se peut-tu? Ou? Ouais, absolument, avec un nom comme Michael Smith. Ouais. Oui, absolument. Je suis né à Montréal. J'ai fait toutes mes études en français. Par contre, je suis anglophone bord en bord. Fait que tu habites à West Island, là. Ben, j'ai grandi à West Island. Là, je suis rendu à Bromont, donc mi-chemin entre Montréal et Sherbrooke. Bon, maintenant, parle-nous de ton organisation. Ben, c'est une organisation, on n'est pas très grand. We like to think that we're great, not big. On est 6 personnes basées à Montréal, mais essentiellement distribuées. Aujourd'hui, on est des employés au Québec et au Nouveau-Brunswick. Après ça, on travaille avec des développeurs aussi en Colombie. Okay. Les atouts, ça fait 6 ans qu'ils sont avec l'entreprise. Par curiosité, là, moi, je suis un Acadien. Là. Où au Nouveau-Brunswick? Saint John. Saint John, OK. Saint John. Pas Saint John's, Newfoundland, Saint John, New Brunswick. C'est quoi la solution? Qu'est-ce qu'elle fait dans le marché, ta solution? Mais en réalité, je vais en parler de 2. Donc, pour faire ce qu'on a besoin de faire, il a fallu qu'on développe de la technologie. C'est une technologie vraiment, on va dire, deep tech, qui a été créée pour résoudre le problème de mettre des gros modèles 3D sur le web. Donc, contrairement aux jeux vidéo, qui se fient vraiment avec des assets un petit peu ludiques, nous autres, on va vraiment se concentrer sur des immenses modèles, des milliers de pièces. Donc, on parle de la machinerie lourde, surtout en automobile aussi. Donc, il y a une solution qui permet la visualisation de beaucoup de contenu 3D sur le web. Après ça, on a commencé à développer en 2022 une solution pour les manufacturiers qui les permet d'automatiser leur catalogue de pièces. Si vous avez jamais vu un catalogue de pièces, imaginez sur le web, quand vous essayez de comprendre comment quelque chose est fait, là, vous voyez une vue avec des composantes un petit peu éclatées, éparpillées un petit peu sur l'écran et des petites bulles avec des numéros associés à chacun. Mais c'est de ça qu'on parle, c'est des vues explosées. Moi, personnellement, là, j'en ai vu plein dans le salon. C'est pas mon métier, là, le CAD, là, honnêtement. Là. Puis c'est dur de différencier un produit d'un autre. La réalité, toi, ce que tu réponds, c'est que tu n'es pas un configurateur de prix. Tu es vraiment c'est que tu normalises la gestion d'inventaire puis la gestion technique des dessins. Tu sais, comment que je pourrais... Toi, je voudrais vulgariser là, à tous les ingénieurs industriels /acheteurs /designers. Là. Si on veut, on peut dire qu'on vulgarise la présentation aux acheteurs de pièces de rechange sur un équipement quelconque. Donc, ça pourrait être un automobile, ça pourrait être la navette spatiale, ça pourrait être n'importe quoi qui contient une pièce de rechange. Donc, il y a vraiment une problématique qui existe entre l'ingénierie qui conçoit une pièce, son acheteur de la pièce qui va chercher un fournisseur pour se procurer de la pièce et la pièce qui va être offerte en service par après. Je vous donne un exemple. L'ingénieur va dessiner une vis, va préciser une tolérance de la vis, des longueurs, une force quelconque. L'acheteur va chercher la vis la moins chère avec le fournisseur qui leur convient le plus. Mais en service, vu qu'une vis vaut peut-être 50 sous, puis la poste coûte plus cher que 50 sous, ils vont décider de vendre le vis en paquet de 50. Ouais. Donc, c'est la même vis, c'est la même spécification, mais le contenu change de présentation.
Peut-être que l'acheteur va acheter 100 000 vis pour la ligne de production. Donc, c'est la même affaire. La quantité change, la présentation change, puis l'utilisateur aussi, si tu magasines une pièce, puis on te dit que ça va te coûter 50 puis tu en veux juste un, mais il faut qu'on précise qu'on le vend en quantité de 50 dans une boîte et ainsi de suite. Ben, On aide les manufacturiers vraiment à automatiser cette transmission de données ou d'informations à travers leur chaîne. Puis juste, si je peux me permettre aussi, moi j'ai eu la chance de découvrir, comme je pense, dans les 2 premières business avec qui on a parlé, tout de suite Michael, il m'a interpellé, puis j'ai fait, OK, il va falloir que je vous branche avec notre incubateur, avec notre designer en résidence, tout ça. Il y a Tu tellement... parles de Christian, toi. Puis notre entrepreneur en résidence, Christian, eux, ils font Ok. tellement d'accompagnement d'entreprises qui fabriquent, puis à un moment donné, mais c'est ça, tu te perds dans les pièces de rechange, puis je me rappelle plus c'était quelle compagnie, mais tu nous avais dit, imagine Emmanuel, la plupart du temps, on design for manufacturing, on lance la production, on commence à shipper. Puis là, après ça, les commandes rentrent de Hey, on peut-tu avoir ça en supplément? Ouais, ça a pas bien fonctionné. Puis là, tu dis, c'est là qu'ils sont pris de court, les manufacturiers, puis qu'ils n'ont rien entre les mains. Fait que c'est cette peine-là que tu essayes de prévenir plutôt que de guérir, si je comprends bien. Bien, effectivement, ce qu'on a réalisé le plus souvent, c'est que la personne qui va répondre en support aux clients qui cherchent de l'information n'a souvent pas les bons outils. Donc, même sur notre plateforme, on offre on va dire un tier qui est gratuit, qui permet juste aux employés de l'entreprise de visualiser l'information. Donc, des fois, la personne va recevoir un courriel, dire j'ai besoin de la pièce quelconque, mais le nom de la pièce varie même par région des fois. Donc, juste au territoire sur le Québec, la même pièce, ça peut avoir 3-4 descriptifs différents pour la même affaire, tout dépendamment si la personne vient, on va dire, de la Côte-Nord, de la Gaspésie, du Saguenay, de la région de Montréal. Donc, avoir la facilité d'aller chercher une visuelle de la pièce, puis juste de le confirmer avec l'acheteur ou la personne qui fait la demande, c'est quand même très, très, très important, oui. Ça veut dire que ton système, il importe l'exemple le DWG ou est-ce qu'il a déjà été designé dans un CAD avant, puis toi, tu Oui. l'importes? Oui, absolument. Donc, on travaille avec tous les fichiers natifs, les fichiers les plus populaires du CAD, que ce soit du Enix, Creo, SolidWorks, Solid Edge, Autodesk Inventor et tout ça. Donc, aucune préparation nécessaire pour l'importer dans notre plateforme. Tu sais, entre ton idée de base, c'est ton idée, puis l'investissement qui est cash incentive, là, tu développes une tech, là. Tu as fait un spin-off, comment ça s'est passé, ça? C'est ambitieux, là. Ah, it's a Code Baby à Philippe, le fondateur original puis CTO aujourd'hui. Écoute, il a fait un œuvre, un génie de programming qui a permis de développer tout ça. Puis je pense pas que c'est, pour une entreprise de notre taille, je pense pas que c'est quelque chose qu'on aurait mis dans un projet, disons. Ça s'est plus passé par passion, en disant il y a une vraie problématique, c'est intéressant. Zi, à sa base, était une entreprise de services qui se faisait embaucher par des entreprises, des grandes entreprises de 3D pour développer des solutions 3D sur le Genre web. Dassault, les gros joueurs là, qui coûtent, tu sais, je veux dire, une PME de 50 millions de chiffre d'affaires est limitée quand même dans sa capacité à se payer des catalogues. Mais j'imagine Ouais. que c'est pas Non, gratuit, mais toi non plus, là. Mais ça, on remonte en 2015. Ouais. On se faisait embaucher pour quasiment des preuves de concept parce que tout le monde avait la même problématique. Ils voulaient mettre plus de data sur le cloud. Fait que finalement, après 2-3 ans de se faire embaucher pour résoudre ce problème-là pour d'autres, mais on a parti à un projet de recherche justement pour développer une solution en se disant, ben, avec une solution qui répond à leurs besoins, ça devrait être attrayant. Puis oui, en 2020, notre technologie de base, on a commencé à l'offrir en tant que Software Development Kit. Donc, depuis 2020, notre technologie en soi, même pas notre plateforme, est un produit commercial. Donc, il est déjà incorporé dans des applications 3D un petit peu à travers le monde. Moi, ce que je te proposerais, tu sais, sur un podcast comme ça, c'est dur de le faire, mais il faudrait se faire une veille technologique. Au pire, ça peut se faire en team, puis on le poussera quand même avec la chaise bleue, mais j'aimerais ça un jour que tu me fasses une démonstration quand même du système. Puis, tu sais, j'ai l'impression que tous les fourgons Leclerc, les entreprises comme RH Équipement au Québec, même Machinerie Piché, tous ceux qui ont des machineries qui font de l'aftermarket devraient comme au moins écouter ce que tu as à offrir, là. Ben, j'aimerais ça aussi parce que Je t'ai fait des bonnes passes, là. oui, absolument. Ben, parce qu'à la base, comme j'ai dit, la plateforme est gratuite. Tu peux mettre, OK. tu peux mettre le data online
Unlimited data, unlimited user, puis ça fait juste démocratiser l'accès d'une façon quand même sécurisée dans l'organisation. Fait que du monde, que ça soit sur la ligne de production, qui répondent aux appels, n'importe quoi, il commence à avoir du contexte. Pourquoi que il est en mode open là, en ce moment? J'ai pas compris. Euh, T'as dit c'est gratuit Freemium, en ce moment. C'est freemium, là, les gens peuvent aller le tester, Ouais. jouer dedans, mais ils peuvent l'utiliser sans payer en ce moment. Oui, absolument. On monétise autour du... on a un outil pour créer des illustrations, des instructions de travail, puis des illustrations techniques pour inclure... how do you say it? Pour inclure Je peux le dire en dans... anglais, là, il est pas To mal bilingue, include le in podcast. service manuals, operators guides, repair manuals. Ok. Donc, on a toujours besoin d'illustrations techniques dans la documentation technique. Donc, on a un outil payant pour créer ces illustrations-là, ces projets-là. Et on a une version aussi payante de la plateforme pour automatiser toute la création de catalogues de pièces, qui permet justement aux clients des manufacturiers de rentrer un numéro de série, de voir leur modèle spécifique avec toute la liste de pièces qu'ils peuvent commander sur Puis, cet wow. équipement-là. Puis, as-tu un endgame dans ton business model, justement, vu que c'est tellement ouvert pour donner le coup d'envoi, peut-être que c'est quelque chose d'aller continuer à travers le temps, et plus que le monde va l'utiliser, puis là, ils vont dire, OK, mais là, moi, je veux payer pour pouvoir me produire le catalogue derrière ça. Est-ce qu'à un moment donné, tu vas faire, je sais pas, une petite passe à palette aux fournisseurs de ces pièces-là? Parce que là, tu vas avoir une masse critique de pièces de remplacement. Tu vas pouvoir faire les liens entre toutes les compagnies. Puis... On a des idées là-dedans. Je pense pas qu'ils sont assez matures encore pour en parler de façon intelligente sur un podcast. Ok. C'est très embryonnaire comme idée, mais oui, effectivement, tu sais, juste pour vous donner une idée, les manufacturiers compétitionnent beaucoup avec leur aftermarket. Donc, le fournisseur du manufacturier, souvent, va offrir la même pièce au aftermarket, puis souvent à plus faible prix. En générique, là. En générique, un petit peu comme les médicaments aussi. Donc, le manufacturier, lui, fait beaucoup de marge. Les pièces, c'est comme le SaaS d'un manufacturier. La Tu sais, récurrence, hein. tu vends un véhicule, mais là, tu vends des pièces pendant 20 ans par après. Donc, les manufacturiers veulent protéger leur marge. C'est pour ça qu'ils vont mettre des contraintes de protéger votre garantie. Ils vont essayer de rattacher de la valeur que eux autres seuls peuvent en rajouter aux pièces. Mais pourquoi pas ouvrir ça en tant que marketplace puis prendre une cote sur l'aftermarket? Tu sais, le manufacturier se doit d'être la référence pour son véhicule. Pourquoi est-ce que quelqu'un irait sur le site d'un manufacturier, trouver le numéro de pièce, puis tout de suite le taper dans Google, chercher une pièce alternative? Non, la proposition de valeur d'un manufacturier, c'est pas un équipement, c'est un équipement qui fonctionne, qui livre la marchandise quand il est supposé. Tu sais, un chariot ou quoi que ce soit qui ne démarre pas, mais c'est des commandes qui ne sont pas remplies, c'est un chauffeur à payer qui ne fait rien. C'est pas bon pour la business. Puis moi, tu sais, rapidement, je sais pas, on en a parlé sur d'autres podcasts, mais ma conjointe, c'est une professionnelle de l'expérience client. Fait que, tu sais, le aftercare, puis l'aftermarket dans le milieu manufacturier, des fois, tu sais, il faut. C'est pas là où le plus gros de l'amour est donné, mais par contre, tu sais, c'est ça oui, qui crée les relations, qui fidélise les clients, puis qui crée ton aura dans le marché. Fait que vous pourrez quasiment vous catégoriser en plus comme une technologie d'expérience client pour le milieu manufacturier. Absolument. Puis c'est quelque chose qui, personnellement, ça me tient à cœur beaucoup. Moi, j'aime ça la réparation, j'aime ça le service à la clientèle. Puis c'est aussi des bonnes discussions qu'on a pendant l'implantation, on va dire la relation d'affaires qu'on a avec nos clients. On en parle souvent parce qu'il y a des conflits qui se créent. Puis c'est vraiment là qu'on est capable de découvrir si une entreprise met le client en premier. Je vous donne un exemple. Si la ligne de production a besoin d'une pièce, puis qu'il y a un client qui demande la même pièce, puis qu'il y en a juste un en inventaire, qui va avoir la pièce? C'est gentil. Puis c'est C'est là qui crie plus fort. mais c'est vraiment C'est là ça. que tu découvres à quel point que l'entreprise est customer first ou, on va dire, operational driven first. Si la ligne de production gagne, ben c'est... Ben, en bout de ligne, c'est deux fois le client. Tu sais, si on le donne à un client au service, mais là, c'est le client qui a commandé la machine qui va devoir attendre. Mais c'est intéressant, ça. Ah C'est une ouais. bonne Mais- question existentielle à poser à un manufacturier. Puis c'est fou de voir là, tu sais, tout le background que tu as eu en mécanique avant,
Dans le fond, te permet de comprendre ces interactions-là. Puis ça, c'est génial, là. Moi, j'aimerais savoir, là, c'est quoi, où Zi s'en va? C'est Zi, hein, ça se dit bien? Oui. C'est où Zi s'en va? C'est quoi l'objectif, là? Exemple, on se reparle dans 2 ans, dans 5 ans. C'est-tu tu es déjà ici après le temps que vous êtes là. C'est quand même le plus gros salon international là, de manufacture. Mais c'est quoi votre vision de cette entreprise? Où tu veux l'amener, cette entreprise-là, toi? Dans le meilleur des mondes, la vision, c'est un petit peu en bas de Google. OK. Organize the world's equipment information. C'est vraiment de dire, Wow. il y a au-dessus. On ne veut pas tout essayer d'organiser, mais de transformer la maquette digitale, donc le 3D d'un véhicule, en table des matières interactives. Tu sais, le nombre de fois que tu cherches de l'information sur quelque chose que tu es capable de voir, mais tu n'es juste pas capable d'exprimer. Tu sais, le bouton sur l'ordi, il fait quoi ça? Mais how do you search for it? C'est the button with the weird thing qui est à gauche. Là. Écoute, les ordi, ils ne comprennent pas ça. T'sais, par partage d'expérience, ça, j'ai déjà été planificateur maintenance dans une industrie, puis en parallèle, j'intégrais des systèmes Oracle là, dans des alumineries. Puis quand on arrivait avec des pièces de taille centrale, il fallait acheter de l'aftermarket justement pour les ponts roulants et tout ça. Tu sais, la difficulté, là, c'est sûr qu'on parle, là, je reviens dans les années 2007-2008, mais tu sais, je m'en faisais beaucoup d'erreurs. Là. Ouais. Ça coûtait cher, puis les délais étaient longs. Puis souvent, même le vendeur qui avait designé l'équipement n'avait même pas de référentiel à me donner. Tu sais, c'est envoie-moi la pièce. Comme la pièce, elle partait sur une vanne. Là, on envoyait, là, elle partait, là, puis elle faisait genre 200 km. Ou, tu sais, des fois, les pièces étaient fabriquées, pas toutes fabriquées avec Enco là, ou à Deschambault. Là. Mais Ça, on va régler ça avec le manufacturier.québec. Ouais, c'est ça. Mais c'est exactement ça. C'est d'être capable de présenter tout dans un contexte que le monde soit capable de comprendre, peu importe leur langue, peu importe quoi. Tu sais, d'être capable de le voir, de le toucher, de le cliquer dessus, puis d'avoir toutes les informations pertinentes. Tu sais, bref, to maintain equipment, mais encore plus là. Une dernière, je m'excuse, Emmanuel. Encore? C'est Ouais, pour la après, foule, j'arrête. Ouais, c'est mais pour la foule devant nous qui ouais, attend pour passer Ils après. sont deux, dont Nicolas. Plus tranquille le vendredi. Mais j'aimerais ça savoir, tu es un gars qui a l'air d'avoir une passion. Y a-tu quelque chose que tu t'aimerais partager, un livre ou comment je pourrais dire, une conférence ou que ça, tout le monde devrait le voir, là? Ben, c'est une bonne question. Je faisais un debrief avec Philippe sur notre équipe et on s'était dit qu'il faudrait relire le livre The Hard Thing About Hard Things. Hard Thing About Things. Je pense que c'est Andreessen Horowitz, si je me trompe pas. Je Je vais le lire, mais je ne l'ai pas lu. Je veux pas le mal nommer, mais Hard Thing About Hard Things, c'est vraiment de dire, tu sais, des fois, il faut prendre des décisions difficiles, puis comment le structurer, comment penser à la décision. Puis tu sais, des fois, c'est pas tout facile. Il faut faire des choses difficiles. Fait que non, c'est un livre à relire. Puis cette semaine, c'était le fun. Là. On s'est fait vraiment, là, on a découvert des belles entreprises, on a découvert plein de choses intéressantes. Et c'est définitivement quelque chose à relire. Tu as ton VIP pour venir quand tu veux sur le podcast à Chaise Bleue. Je veux faire une veille avec toi. Là, on a la personne de la déléguée à Munich qui veut s'en aller, puis il faut qu'elle passe sur le podcast avant de partir. Merci, Michael, d'être venu sur le podcast. Tu reviens quand tu veux. C'est un plaisir. Tu fais partie maintenant de la communauté de la Chaise Bleue. Merci, Michael. Ben, merci à toi. Merci. On va te revoir. Merci.